Bienvenue si vous nous rejoignez, nous sommes toujours ici au Celmo qui fête son 50e anniversaire, mais pas que. Il y a aussi les 20 ans de la Basse Vision avec mes invités qui sont là pour nous en parler et nous faire découvrir tout ce qu'ils ont mis en place pour la Basse Vision. À mes côtés, Olga Farolori, bonjour. Bonjour. Et merci d'être venue sur ce plateau. Et en face de vous, vous le connaissez très bien, c'est Pascal Parsat. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors tout le monde connaît Pascal Parsat parce que vous l'avez vu dans différentes émissions, mais peut-être qu'on ne le connaît pas si bien que ça. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Alors, je vais déjà me rapprocher de vous, Olga. Oui. Vous êtes malvoyante. Oui, je suis malvoyante. J'ai enlevé mes lunettes 2 minutes, mais comme la lumière me gêne, je les remettrai. Vous n'êtes pas obligée de les enlever. Non, mais pour qu'on on voit mes yeux 2 minutes, voilà, ça y est, vous les avez vus, je vais les protéger. Oui, protégez-les parce que c'est vrai qu'ici, sur ce plateau, c'est assez éblouissant. C'est éblouissant. C'est d'ailleurs l'un des sujets de Silmo Academy que vous allez mener, une des conférences notamment qui se déroule ici au Silmo sur l'éblouissement et les contraintes que ça peut apporter, notamment en ville, sur les éclairages de ville. Oui, tout à fait. En fait, le dimanche matin à la Silmo Academy, j'interviendrai dans le cadre de la Silmo Academy sur un thème vraiment important, sur l'éblouissement, éclairage public et malvoyance. Comment est-ce que l'éclairage public peut nous aider à mieux appréhender la ville, à mieux circuler, être plus autonome, ou comment, si l'éclairage n'est pas assez efficace, il peut entraîner des chutes, notamment chez les sujets les plus âgés. Donc j'aimerais juste, c'est une opération que nous menons en ce moment pour sensibiliser avec la ville de Paris, mais surtout avec l'AFE, l'Association française de l'éclairage, dont l'un des vice-présidents est le professeur Corbet, et qui m'a convié en fait à participer à cette opération-là pour pouvoir sensibiliser un peu les différents opérateurs, les éclairagistes, aux problématiques que rencontrent les personnes déficientes visuelles dans la vie quotidienne. Oui, parce qu'en fait, vous êtes prise d'une grande mission. C'est depuis le début, ça fait 20 ans. Oui. Vous menez la Basse Vision. Alors, on va commencer par le début, parce que là, on a parlé tout de suite du Silmo Academy. Oui. Comment vous est venue cette envie de créer ce forum de la Basse Vision ici au Silmo ? Alors, ce forum a 20 ans et j'en suis vraiment émue parce que c'est une longue histoire avec le Silmo, une histoire de rencontre avec toute l'équipe du Silmo, Éric Lenoir, Isabelle Bezen et Monsieur Charlot. Qui a été vraiment, ils ont été vraiment très ouverts. Moi, j'arrivais toute jeune dans ce domaine-là. L'idée, elle était toute simple, c'était de dire voilà, nous avons des besoins spécifiques au niveau du handicap visuel, de la basse vision, de la malvoyance. Et comme vous êtes un salon de la vue, ce serait vraiment intéressant de pouvoir faire participer tous les acteurs dans ce domaine qui gravitent autour de la déficience visuelle pour pouvoir améliorer l'acuité visuelle des personnes malvoyantes. Parce que c'est vrai qu'une personne malvoyante ne s'équipe pas forcément avec des verres classiques, mais elle s'équipe avec des téléloupes, avec aujourd'hui des verres également électroniques qui commencent à arriver, avec toute une panoplie de systèmes qui peuvent nous rendre autonomes dans la vie quotidienne. Et le propos était de dire, ben voilà, est-ce qu'on pourrait travailler ensemble dans ce sens-là ? Et l'ouverture du Silmo a été vraiment grande. Tout de suite, ils ont dit non, on va faire plus que ça, on va créer un forum Basse Vision. Et ça a démarré comme ça avec l'équipe du Silmo et l'équipe à l'époque du journal La Grandie que je venais de créer. D'accord, oui, La Grandie que j'ai à mes côtés. Parce que, alors, ça va être difficile de mener cette interview parce que, faut dire que Olga, on lui a mis un titre, mais il n'y avait pas assez de place pour montrer tout ce que Olga fait. Alors là, La Grandie, voilà, c'est le magazine que j'ai dans les mains parce que vous êtes journaliste de formation, de profession à la base. C'est ça, à la base. Vous avez fait beaucoup de choses. Oui. Et quelle est la particularité de ce magazine que vous avez créé ? Alors, la particularité, c'est l'agrandissement, justement, comme le donne le titre. C'est une expérience, d'ailleurs, qui m'a fait grandir énormément parce que le pari était de dire on va créer un peu comme un courrier international, mais pour les personnes qui ont les problèmes à lire, les petits caractères, et qui vont pouvoir retrouver une autonomie pour lire toute seule,
sans attendre qu'une personne vienne leur faire la lecture. Donc c'est une sélection de différents titres de la presse nationale. Je vais pas tous les citer là, un peu comme Courrier, mais c'est Courrier en bibliothèque rose. Voilà, pour dire ça de façon drôle. Enfin, la bleue, a priori. Ouais, bleu a priori, mais bibliothèque rose parce que c'était en gros caractère à l'époque. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, quand on lit effectivement votre parcours, excusez-moi, Pascal, j'arrive vers vous dans un instant. Je n'ai aucun souci. En plus, vous avez sorti La Grande avec un dossier spécial culture pour tous. Exactement. Vous ne pouvez que m'honorer. Voilà. Oui, donc, on va en parler dans un instant parce que ça, c'est vous, culture. Voilà. Parce que c'est incroyable. On a vraiment une connivence. Parce que avant de venir, j'ai sélectionné cet agrandi-là. Pourquoi ? Parce que la culture est primordiale. Je pense que l'intégration passe par l'accès à la culture. Et Pascal, nous nous sommes rencontrés il y a une vingtaine d'années également. Et nous avons vraiment beaucoup de connivence. Nous avons su cultiver tout cela. Voilà. Alors, si vous voulez qu'on en parle maintenant, on va en parler maintenant. Comment s'est faite cette rencontre ? Olga, à toi de jouer. Pascal. Alors, comment s'est faite la rencontre ? Je n'en ai plus le souvenir exact. Je sais simplement que le fait d'avoir rencontré Olga était pour moi une rencontre indispensable dans l'aventure artistique que je conduisais, puisque à l'époque, je venais de créer le concept du théâtre dans le noir, les visiteurs du noir, que quelque part, ça n'était pas simple pour réussir à faire quelque chose quand personne ne l'avait déjà vécu. Nous avions beaucoup de mal à financer, beaucoup de mal à fédérer. Et puis, Olga, maintenant, j'y pense, je l'ai rencontrée par le biais de Modipio. Exactement. Les souvenirs reviennent comme ça, ce plateau télé, absolument. c'est ça. Et je sais pourquoi je dis ça, parce que justement, nous avions le même problème, qui était que Olga était confrontée à des associations de personnes aveugles. Il n'y avait pas encore la prise en compte des publics avec une vision réduite, mais encore existante. Oui. Et donc, Olga me faisait entendre combien les associations, quelque part, considéraient que ceux qui voient encore ne sont pas aveugles, donc ils n'ont rien à faire dans les associations d'aveugles. Oui, c'était soit tout l'un, soit tout l'autre. Et c'est très récent que les associations de personnes déficientes visuelles absolues se soient élargies au public qui ne voit pas très bien mal. Oui, c'est vrai que c'est un terme aujourd'hui, hein, on ne dit plus aveugle, on dit non-voyant ou malvoyant ou déficient visuel. Absolument. On pourrait peut-être aussi dire non-pensant pour certains autres, mais il me semble que le souvenir est là, avec Olga. Exactement. C'est par le biais de Modipio qu'on s'est rencontrés et on avait à cœur dans l'Agrandi au départ. Modipio qui a été accueilli sur ce plateau il y a quelques années. D'accord. Que vous avez mené ? Oui, absolument. Oui. Modipio qui mène également une vie très active et de multiples activités dans le domaine de la déficience visuelle. Parce qu'on a encore beaucoup de choses à voir. Non, alors je reviens. Voilà, je reviens à ce qu'on disait. Donc au moment où on s'est rencontrés, c'est vrai que ça nous tenait à cœur au niveau de l'Agrandi d'ouvrir une rubrique culture. Et d'après ce que disait Pascal, c'est vrai que la déficience visuelle, j'enlève mes lunettes, ne se voit pas forcément. Donc pour une personne qui nous rencontre, le handicap n'est pas visible. Et un handicap qui n'est pas visible est très compliqué, est très complexe à expliquer. Donc expliquer que je vais pouvoir vous serrer la main, mais ne pas voir la main que vous me tendez, mais repérer de façon à avoir le bon geste pour vous la serrer 2 minutes après parce que j'aurais repéré. C'est compliqué à expliquer à une personne qui voit bien en face et qui se dit mais les aveugles je comprends. Bien sûr, ils voient plus du tout. Mais vous, je comprends pas, vous êtes un peu une simulatrice. Ce qui est très perturbant pour la personne en face, parce que de se dire, mais que voit-elle de moi ? Ça peut se comprendre, oui, en effet. Voilà. Et donc, la culture aide cela. Exactement. Je trouve que l'accès à la culture, ça aide parce que on a commencé par l'accès à la culture, l'accès au musée, l'accès au cinéma, l'accès au théâtre. Pour un public, le but c'était de dire ce public ne doit pas rester chez lui parce qu'il a peur de traverser la rue, ne voit pas les feux rouges. Il peut et aller travailler, et aller au théâtre, et aller au cinéma, et vivre le plus normalement possible. C'était le but. De manière ordinaire. Et ça l'est encore. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, le forum que tu fais dimanche matin sur l'éblouissement, un des facteurs essentiels dans la consommation culturelle, et qui est souvent un vrai sujet pour les lieux de culture, les offres et autres, et pour les publics qui ont des difficultés de vision, c'est le retour
au domicile après avoir assisté à un spectacle. Et donc c'est pour ça que j'écoutais tout à l'heure ce que tu disais avec beaucoup d'attention, parce qu'effectivement, il faudrait aussi aborder le fait que, certes, il y a des problèmes et donc des risques de chute, mais c'est surtout un vecteur d'éloignement des offres collectives qui font que les personnes ne veulent plus sortir par peur de ne pas pouvoir rentrer. Tout à fait, ouais. On est parti là sur la conférence du CILMO. On parlait de cette rencontre. Donc après, comment vous avez introduit Pascal Parsat sur le forum ? Ah, alors, écoutez, c'est une longue histoire parce que, enfin, je vais faire un petit courte, exactement. Alors, 5 heures après, nous y sommes encore. Il y a eu guerre épée et nous, vous voyez, en différents tomes. Non, en fait, il y a eu un moment, au bout de 10 ans, pour des raisons toutes simples, j'ai eu 2 enfants, ils étaient en bas âge, j'avais besoin un peu de me retirer de cette vie trépidante que je menais et de poursuivre d'autres activités. Et à ce moment-là, on me demandait, mais qui pourrait prendre le relais ? Il y a eu Marie-Christine Darieux, que vous avez rencontrée tout à l'heure, qui s'est fait vraiment le relais pour le Forum Basse Vision. Et avec elle et Pascal, on a réfléchi les deux, on a dit, mais Pascal, ce serait la meilleure solution. Et Éric Lenoir aussi. Éric Lenoir a été extrêmement, en tout cas, un acteur déterminant dans cette passation, n'est-ce pas, du relais. Je l'ai reçu ce matin sur le JT CILMO 360 et il paraissait effectivement très ému en parlant de cette création du forum Basse Vision il y a 20 ans. Donc oui, on le sent qu'il était très impliqué. Sa fidélité, sa confiance, et évidemment en cela relayée par Isabelle Bezen et les présidents qui se sont succédés, qui ont succédé à M. Charlot. Mais il est évident que là, nous avons une équipe qui non seulement a brillé par sa capacité d'anticiper et d'aborder des sujets sensibles et pas que commerciaux, et également cette capacité qu'ils ont eue et qu'ils ont encore de tenir, quoi qu'il arrive, notre présence. Et je trouve que ça mérite pour eux un CILMO qui est bien plus que d'honneur. Oui, tout à fait. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, est-ce que vous pourriez dire que la Basse Vision a avancé, relève ses défis d'aujourd'hui, ses missions grâce en partie au CILMO ? Alors, Elga, je te laisse totalement, répondre. Parce que je trouve que la présence de la Basse Vision au CILMO a médiatisé la Basse Vision. Nous étions plusieurs à faire des efforts convergents, mais cette ouverture et cet éclairage, justement, on parle d'éblouissement et de lumière, a mis la Basse Vision en lumière au niveau des médias. Et le fait de mettre la Basse Vision en lumière au niveau des médias, ça a fait progresser toute l'activité. C'est vrai, après le handicap de manière générale. Oui, et puis n'oublions pas que aussi l'intérêt d'être présent au CILMO, c'est que nous rencontrons une nouvelle génération d'opticiens. C'est vrai. Puisque ce sont des étudiants qui, beaucoup, se déplacent pour découvrir. Donc ça veut dire que non seulement nous avons pu apporter des réponses à ceux qui sont en activité et qui peut-être n'étaient pas les premiers intéressés par le sujet, soyons honnêtes. En revanche, on voit bien que la génération qui arrive a parfaitement conscience qu'elle ne peut s'interdire et se priver d'aucun public et d'aucune clientèle. Donc nous avons là une réalité qui est en train d'être prise en compte et satisfaite par un maximum d'opticiens, parce que d'abord le public qu'ils avaient hier, aujourd'hui est plus âgé, que ce plus âgé, comme je disais tout à l'heure à Olga, tout naturellement va venir dans les magasins d'optique avec sa famille, ce qui veut dire que pour l'opticien, c'est non seulement la démonstration qu'il suit sa clientèle, mais aussi qu'il est capable d'en avoir une plus grande. Une plus grande, évidemment. Puis on le voit avec aujourd'hui les CILMO d'or, avec la catégorie Basse Vision, où de plus en plus d'acteurs de la filière proposent des solutions pour les malvoyants. Oui, quand on a démarré avec les premiers CILMO d'or, il y avait très peu de propositions. Très peu de propositions et il y a même des amis qui disaient un petit marché aussi. Aujourd'hui, il y a vraiment une très belle progression de ce côté-là et on voit que les aides optiques aussi ont évolué et que les différents fournisseurs rivalisent chaque année pour nous présenter des choses de plus en plus efficaces. Et puis on peut aussi quand même saluer dans cette avancée de la prise en compte et de la satisfaction des réponses à apporter, le travail des associations que sont Retina France et l'Ariba, qui ont créé, fort de la réalité constatée, de véritables accompagnements pour les opticiens. Donc de faire en sorte que les opticiens ne soient pas sensibilisés qu'au CILMO, mais puissent être accompagnés tout au long de l'année. Et je crois que ça aussi, ça a contribué grandement à la réussite de cette aventure.
Alors, Pascal Parsat, vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez créé le théâtre dans le noir. Comment vous est venue cette idée ? Eh bien, malheureusement pour vous, ça n'est rien de brillant. Simplement, j'étais dans un lieu de culture, un théâtre, à Courbevoie en l'occurrence, qui, fort de la réussite du spectacle précédent que j'avais produit et interprété, me dit « mais qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine ?» Et puis, à l'époque, j'enregistrais l'événement du jeudi pour les personnes qui ne voient pas, pour leur permettre donc de lire le magazine autrement. Et donc, spontanément, je dis « si on faisait du théâtre dans le noir ?» Et là, le directeur du théâtre me dit « mais c'est formidable, c'est quoi ?» Et là, je me suis rendu compte que les problèmes commençaient. Oui. Et donc, mais une grande aventure aussi. Voilà. Une très grande aventure que ça m'a permis, de rencontrer 3 auteurs qui ont changé ma vie, que sont Oscar Wilde, Diderot et Saint-Exupéry, puisque ce sont les 3 auteurs qui ont été déterminants dans mon écriture et dans mes choix artistiques, et voire même peut-être aussi dans mes choix de vie. Quoi qu'il en soit, le théâtre dans le noir a été une démarche des plus éclairantes, pour beaucoup. Ensuite, comment s'est passé vous avez poursuivi en créant le CRTH. Alors après, donc, c'est-à-dire qu'au départ, c'était Regard en France Compagnie. Vous voyez comme le hasard est ainsi fait. Je crée Regard en France Compagnie parce que je crée un spectacle en coproduction avec une compagnie belge qui s'appelait Regard. Bien. J'étais à 1000 lieues de penser qu'1 an après, je créerais le théâtre dans le noir. Quand j'ai créé le théâtre dans le noir, la première pièce était le misanthrope de Molière, cet homme qui ne se soumet pas aux diktats de sa société. Tout cela, aujourd'hui, fait sens quand je me retourne, même si, au demeurant, pour beaucoup, j'ai donné l'impression d'aller dans tous les sens. Oui. Mais j'allais surtout vers mes sens à moi. C'était le plus important, c'est ce que je voulais faire. Donc, effectivement, après, on a développé le Centre Recherche Théâtre Handicap, qui a été la première structure en France à apporter des réponses à égalité d'accès, d'usage et de qualité, car quelque part le handicap, je m'en moque un peu, ce qui m'agace assez, c'est l'injustice qui est faite à ceux qui ne sont pas comme les autres, et qui demandent un intérêt, pas plus grand, mais un intérêt, c'est tout, et un respect. C'est votre sensibilité. Absolument. Et puis c'est aussi ma lecture de ce qu'est une société qui oublie l'un des siens n'est pas tout à fait digne de s'appeler société. Donc, pour revenir à l'école a été ouverte à l'intention de tous ceux qui souhaitaient pratiquer le jeu dramatique avec des professionnels et non pas simplement des personnes bienveillantes et enthousiastes vis-à-vis de la faiblesse. Et ça a été une révolution, car ça n'avait jamais existé. D'ailleurs, en Europe, il n'y a pas d'équivalent encore aujourd'hui. Donc cette école a dû, tout le temps où je l'ai développée et que j'y ai travaillé, assurer quasiment 80 insertions professionnelles en à peine 10 ans, ce qui n'est pas rien, surtout avec des personnes qui ont des profils singuliers, je vais dire. Donc c'est une belle réussite. De là, nous avons mis en place de nombreuses autres choses. Ce qui a toujours été d'ailleurs un peu transversal chez nous, c'est la notion du regard, le regard que l'autre porte sur l'autre, mais aussi ce regard que nous portons sur nous-mêmes qui parfois est notre pire ennemi. Voilà. D'accord, développer. Développer, c'est assez simple. Nous nous interdisons beaucoup de choses, convaincus que l'autre, ce qu'il fait référence, que nous ne sommes pas légitimes si nous ne sommes pas comme lui. Or, ce que je n'ai cessé de dire, et je dirai encore longtemps, j'espère, c'est que nous avons besoin de celui qui n'est pas comme nous. Parce que l'autre, c'est une autre version de nous-mêmes. Et donc, c'est absolument nécessaire pour se rendre compte que nous pouvons être autres et tout autant exister. Très philosophique. Voilà. Peut-être. Vous disiez, il y a des populations en Amazonie qui se réunissent dans le noir pour trouver la vérité d'un conflit qui les oppose. Votre livre qui parle de perception ? Tout à fait. Pour moi, le monde n'est que perception. Et c'est une question de regard entre ce qu'on pense de soi, ce que l'autre pense de vous, et ce que vous êtes en réalité. Il peut y avoir un monde. Moi, le monde, je l'appréhende sans... Je dis que je n'ai pas une vision physiologique tout à fait pertinente de ce monde, puisque mes yeux sont atteints, mais j'ai une vision mentale tout à fait pertinente de ce monde. Et c'est la perception que j'en ai qui me guide à chaque pas, chaque jour. Diderot disait que c'est souvent celui qui ne voit pas qui a peut-être le plus la notion de la vraie beauté. Ah, alors. Je dis ça comme ça. Ma foi. Oui, tout est perception, évidemment, pour vous. Oui, donc, c'est une autre sensibilité aussi que vous développez. Oui, parce qu'en fait, 80% de ce que nous recevons de ce monde passe par les yeux. 80% des informations qui vous arrivent aujourd'hui dans ce monde éminemment audiovisuel, il est plus visuel qu'audio d'ailleurs, passent par
la vue. Donc quand on est privé partiellement ou totalement de ce sens-là, est-ce à dire qu'on n'existe pas ? Pas du tout. On peut avoir un regard et une mauvaise vue, en fait, de voir les choses. et une autre façon de voir les choses. D'autant que... Et c'est là que ça commence, parce que le monde pour nous est un puzzle. Et moi, à chaque fois que je me promène dans la rue, ce puzzle, il faut que je trouve les images qui me manquent très vite pour pouvoir me diriger. Et la plupart des personnes qui sont comme moi déficientes visuelles le font également. Certaines sont un peu plus démunies, et pour ces personnes-là, justement, il faut aller trouver les aides pour pouvoir leur donner plus d'autonomie. Dans le spectacle Colin Maillard, qui est le premier spectacle vraiment que j'ai écrit pour le noir, justement, je faisais dire aux personnages que dans la vie, n'est-ce pas, nous voyons d'abord, nous écoutons après. Or, dans le noir, il fallait écouter d'abord pour voir ensuite. Et ce qui me semble intéressant, c'est que ce que dit Olga, évidemment, est éminemment juste, mais on voit bien combien aussi de personnes qui sont atteintes de déficiences visuelles ou d'autres déficiences ne se sentent pas toujours légitimes dans ce droit à voir autrement les choses, à les penser autrement. Et l'on voit aussi d'ailleurs que des leaders associatifs ne laissent pas assez d'espace pour que leurs adhérents et les personnes qui les représentent puissent nous faire entendre ce que leur singularité leur permet de sentir, ce que nous ne pouvons pas ou plus faire. Donc on a vraiment besoin de ce mélange permanent de celui qui voit, de celui qui ne voit pas. D'ailleurs, en plus, nous avons tous, majoritairement, eu l'occasion d'éteindre la lumière pour différentes choses. Donc nous savons ce que veut dire le noir. Et ça veut dire par conséquent aussi que nous avons tous au téléphone fantasmé sur des voix. Nous avons tous sur des mets fantasmé sur des parfums. Or, nous étions voyants et nous avons fermé les yeux pour mieux savourer. Quel est votre plus grand souvenir de toutes les émissions que vous avez menées ici ? Alors, je sais que vous en avez fait beaucoup, mais est-ce qu'il y en a une peut-être qui vous a marqué plus que d'autres ? D'abord la première, oui. Évidemment, parce que ce n'est pas mon métier d'animer des plateaux télé. Et pourtant, vous le faites très très bien. Oui, je vous l'accorde, mais dès que ça m'amuse, je me sens des ailes que je n'ai pas quand ça ne m'amuse pas. Donc voilà, il y a ça. Et puis il y a aussi... D'abord, la délicatesse avec laquelle le Silmo m'a toujours considéré, traité, jusqu'à même m'honorer en m'offrant un Silmo d'honneur. Je dois avouer que le jour où j'ai reçu ce Silmo, j'étais évidemment profondément touché, mais je me demandais bien ce que les opticiens devaient penser de pourquoi moi, si ce n'est peut-être que j'ai tenté de leur permettre de voir mieux les choses. Sûrement. Voilà. Sûrement. Donc, du coup, il y avait quand même une belle fierté. Quand tout à l'heure, vous parliez de regarder derrière vous. Oui. Et puis, cet objet demeure. Cet objet, évidemment, incarne un moment. Et quand je suis avec Olga, là, aujourd'hui, je me dis que, décidément, le Silmo, parce qu'on se voit peu, finalement, non pas parce qu'on ne voit pas bien, mais parce qu'on ne se voit pas souvent. Et au demeurant, bravo au Silmo, parce que grâce au Silmo, encore une fois, je remets un Silmo d'honneur, moi au Silmo, parce que je revois Olga aujourd'hui. Voilà. C'est parfait. C'est vrai que nous avions prévu finalement de faire une émission avec Olga et une émission avec Pascal, et finalement on s'est dit, allez, on va la faire ensemble. On est bien ensemble. Quelle est votre actualité, Pascal ? Alors, mon actualité, c'est que je repars tout à l'heure à Bruxelles, puisque je répète un spectacle là-bas qui va commencer le 6 décembre, dans le cadre de l'anniversaire qui est fait à Marguerite Yourcenar. Et donc, je reprends un spectacle que j'avais créé il y a 14 ans au Théâtre Poème 2, qui s'appelle Alexis, ou le traité du 20 combats. C'est un plaisir immense que de dire cette langue si brillante, avec si peu de mots et avec tant d'images, là aussi. Bravo. Ouais, ceux qui auront la chance d'aller en Belgique, donc vous voir, nous raconterons peut-être. En tout cas, revenez quand vous voulez pour nous en parler. Merci. Olga, vous avez un autre talent. Exactement. C'est celui d'être chanteuse, mais alors parce que vous avez eu une formation de musicienne. Oui, j'ai une formation de musicienne. J'ai commencé par le piano, la harpe, le chant, et le chant reste. Et le chant va se poursuivre. Et j'ai eu l'opportunité d'aller enregistrer cette année à Cuba un disque avec de jeunes musiciens assez talentueux. Et c'est le fruit de cette collaboration et de ce travail qui m'a inspiré ce disque que j'ai appelé Yoru Salsa. Alors Yoru Salsa, pourquoi ? Parce que moi je suis d'origine béninoise, d'origine africaine, Bénin, et c'est le pays Yoruba. Et j'ai été vraiment subjuguée quand je suis arrivée à Cuba parce que j'entendais des chants j'ai entendu là-bas des chants que j'entendais dans mon enfance. Oui. Et je me suis dit comment si loin la culture a perduré. J'ai été vraiment touchée par ça.
Et de cette rencontre est né ce disque Yoru Salsa que je vais dédicacer sur le stand Basse Vision, le forum Basse Vision, dimanche à 16h. Dimanche à 16h. Voilà. Donc... C'est un goûter des oreilles. Bah alors attendez, on a un petit extrait qu'on va vous passer, évidemment. Un extrait de Los Tamalitos de Olga. Claro. Pour parler de moi. Ah, laissez l'extrait parce qu'on entend Olga chanter. Pónselos con pimienta, el que los prueba se come dos. Olga con gran dulzura entona su pregón. Bailemos todos cantando, la tamalera Olga se pasó. On a vraiment en direct Olga qui nous chante une de ses chansons donc de ce merveilleux album. Je vais le garder parce que vous voyez, il y a beaucoup de bonne humeur ici sur ce plateau. Anda, oui. En tout cas, merci à tous les deux. Merci infiniment pour la mission que vous vous êtes donnée aussi. Je pense qu'il y a plein de personnes derrière cet écran qui entendront tout ce que vous avez fait. Bravo. Le Silmo est fier de vous avoir rencontré. Bon anniversaire le Silmo. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Bon anniversaire et merci au Silmo. Merci.